Alors, donc c'était Freedom d'Anthony Hamilton et Helena Boynton. Donc c'est dans Django Unchained. J'ai choisi ce morceau parce que je pense qu'il y avait énormément de parallèles à faire. Enfin, quand je l'ai écouté, j'ai pensé à Shusangwan Maishie, donc le vendeur de sang de Uroi, parce que je pense qu'on peut, si on écoute les paroles, il y a une interprétation à faire assez sympa. Bon, malheureusement, j'ai pas le temps maintenant, Pour une je prochaine pense, fois. mais pour une prochaine fois, on Pour pourra ceux peut-être que ça faire une intéresse. émission sur les musiques, ce serait Sur bien. les parallèles entre les musiques et les livres films ou les films, exactement. chinois. Alors à présent, moi je vais vous parler de François Chung et de L'éternité n'est pas de trop, un livre que j'ai lu l'été dernier. Donc voilà, c'est la bonne période encore pour le lire. Et puis bon, c'est un livre à lire et je pense surtout à relire. C'est un livre qui est un petit peu plus difficile que ceux dont je vous ai parlé auparavant. Donc François Chung, donc c'est un académicien franco-chinois qui est né en 1929, donc en Chine, et il est issu d'une famille de lettrés. Donc lui, il a quand même, il est né dans une certaine, il est issu d'une certaine catégorie sociale. On comprend un petit peu mieux son écriture. Et son père, donc en 1948, il a participé en tant que spécialiste des sciences de l'éducation à la fondation de l'UNESCO. Et c'est grâce à ça que François Chung et donc sa famille sont partis en France. Et c'est là-bas que François Chung a appris le français, qu'il s'est passionné pour la littérature et la langue française. Il a fait ses études sur donc, la langue française et la littérature française. Il a fait une thèse. Et ensuite, est même académicien maintenant. Tout à fait. Donc, il est académicien depuis 2002. En 2002, il a été nommé à l'Académie française. Et il écrit. Alors, il écrit en chinois et il écrit en français. Tout à l'heure, vous parliez donc de Dai Sitie. Et donc là, lui, il a écrit L'éternité n'est pas de trop en français. D'accord, donc il n'écrit pas les mêmes livres en français et en chinois, mais peut-être il alterne. Ici, là. Alors, je ne suis pas allée me renseigner, ça pourrait être très intéressant, mais je ne sais pas s'il a traduit, donc à mon avis, c'est lui qui traduit lui-même ses propres romans en chinois ou vers le français. Et je ne sais pas si L'éternité n'est pas de trop a été traduit. Enfin, ce roman a été traduit vers le chinois. Certainement. En tout cas, il était en français. En tout cas, il a été publié en français et écrit surtout en français avant tout. Donc, alors, l'intrigue, alors ce que j'aime beaucoup donc, dans ce roman, donc juste, c'est toujours encore une citation parce que j'aime ça. Donc, il est défini, donc l'éternité n'est pas de trop, et le récit d'une passion qui n'est pas seulement affaire de cœur et de sens et d'essence, mais engage toute la dimension spirituelle de l'être. Donc voilà, on vous donne déjà, le lecteur est averti, c'est quand même un roman très spirituel. Et pour moi, c'est un souffle de vie, un souffle de sagesse. Donc l'intrigue se déroule sous la dynastie des Ming, 14e-16e siècle, si je ne me trompe pas trop, les Ming. Et donc c'est l'histoire de Dan Sheng, un moine taoïste, qui va partir de son monastère, qui va descendre vers le village, où il va retrouver... Donc sa bien-aimée. Donc sa bien-aimée, c'est assez particulier la relation. Un moine pouvait avoir une bien-aimée. Alors attendez, justement, j'ai pas fini. Donc sa bien-aimée, c'est une femme qu'il a rencontrée 30 ans auparavant. Donc pendant 30 ans, il a gardé ce souvenir en fait. Il a nourri en fait ce souvenir et tout autour il a construit en fait cet amour. Cet amour il l'a construit. Un fantasme aussi, j'imagine. C'est un fantasme tout à fait. Donc ce désir en fait jamais donc inassouvi, ce désir inassouvi de l'être qu'on aime mais que l'on ne connaît pas et qu'on idole. Donc cet être aimé c'est Lan Ying. Donc Lan Ying qui est mariée elle parce que bon pendant 30 ans une femme à cette époque-là bien sûr elle s'est mariée. Elle s'est mariée à deuxième seigneur donc c'est le nom qu'on donne à son époux qui a un statut très particulier au sein du village. Et il redescend de ce monastère et il va retrouver Lan Ying en fait dans le village. Ils vont se croiser. Et ce qui est très intéressant, donc je vous parlais de ce souffle qui anime tout le roman. Donc il y a 20 chapitres, c'est assez court comparé à Shusangwan et les autres romans dont on a pu parler. Et ce souffle en fait qui anime le roman, c'est également le souffle que va utiliser Dan Sheng. Donc le taoïsme, c'est vraiment basé sur le souffle. Je parlais de spiritualité tout à l'heure et c'est ça en fait, on est vraiment en plein dedans. Et il s'avère que Lan Ying va passer dans l'au-delà. Elle va mourir. Alors attendez.
Oui, quand on dit elle passe dans l'au-delà, c'est que oui. Donc je n'ai pas envie de vous en dire plus parce que j'ai pas envie de vous dévoiler ce passage, mais elle va passer dans l'au-delà. Et par amour et justement avec ce travail sur le souffle, Dan Sheng va réussir à la ramener à la vie. Donc il va réussir à la Un peu ramener à la vie. mystique alors ce roman. C'est ça, donc c'est un peu mystique, c'est très spirituel. Ça fait partie aussi, donc François Chang, je disais, c'est un académicien, il connaît très très bien la littérature française, la langue française. Et Lan Ying et Dan Sheng pourraient très bien s'apparenter au couple mythique, donc comme Orphée, Eurydice, Tristan, Iseult. Et C'est très finalement, symbolique. c'est à la vie, à la mort, toujours ensemble, des obstacles partout, des obstacles qui sont... Enfin, ils sont toujours séparés. Finalement, est-ce qu'ils arriveront vraiment à se retrouver ? Est-ce que c'est ce qu'on cherche ? Je pense pas que c'est ce qu'on cherche. C'est plus le chemin en fait qu'il La y a à quête. faire, la quête en fait. C'est l'itinéraire de Dan Sheng, moins de Lan Ying, pardon, mais c'est l'itinéraire de Dan Sheng pour aller jusqu'à cette bien-aimée et cette séparation qu'il y a toujours entre eux qui finalement prend la place d'un autre personnage. Enfin, là je personnifie, mais c'est vraiment comme ça. Et donc c'est la rencontre entre deux personnes qui s'aiment, mais c'est la rencontre aussi avec l'autre, entre les êtres en général, entre les cultures, les religions, parce que c'est également, on va dire, un composite du confucianisme, du taoïsme, du bouddhisme, parce que Lan Ying, elle va offrir la soupe dans la rue, enfin, elle va faire la charité, enfin, c'est vraiment... C'est la spiritualité qui est présente ici, c'est l'amour de l'autre, la rencontre, le dialogue, beaucoup de dialogue finalement, malgré cette séparation, malgré les murs, malgré les rideaux, malgré... parce que là, je vous donne des éléments, il y a une chaise, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses, c'est très poétique, toujours, encore une fois. Et je vous recommande vivement, ce livre à lire et à relire parce qu'il est assez compliqué. Il y a une très bonne étude d'une professeure de Nanterre qui a été faite. C'est Sylvie Parizet et j'ai compris beaucoup de choses après cette étude. Donc voilà, je vous le recommande. Je suis certaine que vous saurez apprécier ce beau roman. C'est pas seulement l'histoire d'amour donc entre Dan Sheng et Lan Ying, mais aussi l'histoire d'amour qui naît de la rencontre avec l'autre. Voilà. Un très beau thème. Et maintenant, c'est à mon tour de vous proposer une de nos dernières, si ce n'est pas la dernière, oui, c'est la dernière recommandation. Alors qu'il est en lien parce que c'est une histoire d'amour aussi, donc tout à fait différente. Platonique, exactement. Platonique. Aussi. Voilà, c'est ça aussi. Là, on a le lien. C'est que là, l'histoire d'amour dont je viens de vous parler, c'est aussi platonique. Donc Ce qui est le cas de La joueuse de Go, enfin de l'histoire d'amour racontée dans le roman La joueuse de Go. Et alors, de Shansa. Tout au long de Shansa, exactement, une écrivaine française d'origine chinoise qui était née à Pékin en 1972. Et alors justement, voilà, on a parlé tout au long de cette émission d'écrivains chinois qui vivent en France, écrivains franco-chinois. Encore une fois, Shansa, en plein dans le mille, elle est donc, comme je viens de le dire, française mais née en Chine. Et elle écrit en français. Voilà, donc encore une fois. Mais avant de raconter l'histoire de ce roman, je pense qu'on peut éclaircir un petit point puisque le titre, c'est La joueuse de Go. Alors le Go, qu'est-ce que c'est ? Exactement, j'allais vous poser la question. Est-ce que vous le savez, oui, Claude ? on va dire que pour un petit peu simplifier, ce sont les échecs chinois. C'est ça, un jeu de stratégie. Un jeu de stratégie, voilà. Qui demande beaucoup de réflexion. Et apparemment, ce genre de réflexion, ça peut-être être propice à une rencontre et amoureuse. Peut-être une histoire d'amour. Voilà, bon alors là, le contexte est très particulier. En fait, l'action se déroule, encore une fois, pareil que pour le Fille de Shanghai de Lisa Si, à la veille de la guerre sino-japonaise. Donc là, c'est sur une petite place qui s'appelle la place des Mille Vents. C'est très poétique. Toujours, les traductions des noms chinois sont poétiques. Et cette place se situe en Mandchourie, donc au nord de la Chine. Maintenant, on appelle ça le Heilongjiang, si je ne me trompe pas. Et alors, la construction de ce roman est très originale, puisque les chapitres impairs raconte le destin d'une jeune chinoise, donc une jeune chinoise qui est très forte à ce jeu de Go et qui a l'habitude d'affronter de nombreux joueurs et souvent de gagner. Joueurs, on a bien dit des joueurs, donc généralement des hommes. C'est ça, en général. Et en plus, elle est très jeune, elle a 16 ans. Et on ne connaît pas vraiment... Voilà, c'est ça, on ne sait pas vraiment d'où elle tient ce talent. Et alors, les chapitres pairs, eux, sont consacrés, sont consacrés à un soldat japonais, donc la puissance occupante à l'époque. Donc normalement, tout les oppose. En plus de cette partie de Go, leur
nationalité et peut-être aussi leur âge. Je ne sais plus quel âge Puis on a connaît le soldat l'histoire à japonais. cette époque-là, c'est vrai que c'est pas Vraiment pas évident comme évident. contexte. Et alors, les chapitres alternent entre l'un et l'autre jusqu'au jeu de Go où ils s'affrontent, se rencontrent. Et c'est une... alors, j'ai regardé une vidéo qui nous a été recommandée par notre collègue Camille Chen, dans laquelle l'auteur Shansa est interviewée dans une archive de l'INA, dans laquelle elle raconte que pour elle, ce roman est une représentation et une analyse de la guerre sino-japonaise. Alors, très personnifiée, bien sûr, et vraiment très singulière. Elle explique que dans une goutte d'eau, il y a l'océan, et donc de la même façon, cette partie de Go reflète toute la guerre qui allait se dérouler entre la Chine et le Japon. Et donc, sans savoir vraiment quelle est la vérité de chacun des personnages, les deux, la jeune fille chinoise et le soldat japonais se rencontrent et commencent cette partie. Quand vous dites la vérité, c'est-à-dire sur... C'est-à-dire quelles sont leurs intentions, D'accord. quelles sont leurs manières de... Mais c'est dans la stratégie du jeu de Go, de ne pas dire Exactement. à l'adversaire quelle est sa logique de combat. Exactement. Et en même temps, il y a toute la stratégie de la guerre derrière aussi. Donc c'est un parallèle Mise en vraiment abîme. très profond. Et donc, au fur et à mesure, forcément, puisque c'est aussi ça dont on a parlé tout au long de cette émission, d'histoire d'amour, tout au long de cette partie, une tension se crée. Et ces deux êtres, entre ces deux êtres va naître un amour, une séduction. Ils vont se découvrir. Et donc, c'est sur cette note amoureuse que je vous propose d'enchaîner avec une musique très célèbre, une musique d'une histoire d'amour. Tout à fait, In the Mood for Love. Je pense que la plupart d'entre vous l'a déjà vu ou peut-être écouté.